Donc, bienvenue tout le monde. En fait, vous êtes aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est que vous avez reçu l'invitation. C'est un webinaire qui est offert par le Laboratoire d'innovation. Vous l'avez à l'écran en ce moment. Donc, faire de la recherche avec les artistes, quel défi? C'est un partage de bons coups d'enseignement et de recherche. On a deux invités aujourd'hui, donc Alexandra Kaminska et François-Joseph Lapointe. Je vais arrêter mon partage d'écran juste pour qu'ils puissent se présenter un petit peu. Ce que je vous propose en fait comme formule ce midi, la formule est déjà éprouvée, on l'a déjà fait par le passé. Donc, ça va consister à une courte présentation d'abord de François-Joseph Lapointe, qui va nous présenter un peu qu'est-ce qu'il fait comme recherche avec les artistes. Ensuite, Alexandra Kaminska fera également la même chose. Et ensuite, il va y avoir une série de questions avec eux sur les défis rencontrés, les opportunités, les bons coups, notamment avec la recherche avec les artistes, la recherche-création. Si vous avez des questions que vous voulez partager, vous allez pouvoir lever la main, vous pouvez les laisser dans le clavardage. Moi, je m'appelle Normand Roy, c'est moi qui vais animer la conférence. Je suis en sciences de l'éducation, je suis ici pour apprendre comme vous. Mais donc, les vedettes aujourd'hui sont François-Joseph et Alexandra. Donc, sur ça, dans le fond, je vais laisser la parole à François-Joseph et puis ensuite de ça, Alexandra va prendre un tour de parole et j'animerai les questions. Donc, n'hésitez pas pour utiliser le clavardage si vous avez des questions. Bon webinaire. Bien, merci Normand de l'invitation. Merci Alexandra d'être là aussi. Merci à toutes et à tous. Donc, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour me présenter. Ce que je veux surtout faire, c'est essayer d'expliquer pourquoi pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, hein, sur ce webinaire sur travailler avec des artistes à l'Université de Montréal. Quel beau défi. Donc, moi, je suis professeur au département de sciences biologiques, en fait. Donc, a priori, on ne devrait pas s'attendre à ce que je travaille dans des projets de recherche-création. Donc, j'ai une formation de biologiste, mais j'ai aussi un doctorat en études et pratiques des arts. Et depuis une dizaine d'années, je fais des projets de recherche-création qui allient l'art et la science. Et c'est ce qui m'a amené, il y a 4 ans maintenant, à postuler pour obtenir une chaire philanthropique à l'Université de Montréal en recherche-création. Et je vais vous la présenter et ça va peut-être vous expliquer un peu l'essentiel de mon travail. Donc, si je partage ici, donc c'est la page web de la chaire McConnell Université de Montréal en recherche-création sur la réappropriation de la maternité. C'est un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années, puisque dans le cadre de ma pratique de l'art et de la science, je m'intéresse aux violences obstétricales. Donc, l'équipe de la chaire est constituée de 3 co-titulaires. Donc, ma collègue Marie-Marthe Cousineau, qui est professeure en criminologie. Joseph, je pense que, en tout cas, moi, l'écran, je ne la vois pas. C'est marqué à commencer le partage, mais j'ai un écran noir. Je ne sais pas si les participants voient la même chose que moi, mais moi, je C'est n'arrive pas à bizarre. voir l'écran. Je vais arrêter le partage et recommencer le partage. Merci, Sylvie. C'est ce que je pensais qu'on ne voyait pas, moi non plus. Je ne voulais pas t'interrompre, là, c'était bien lancé, mais je voulais juste m'assurer qu'on voit bien le partage. Là, est-ce que vous voyez où c'est toujours noir? C'est toujours noir. C'est marqué François-Joseph a commencé le partage d'écran, mais on n'a pas rien à l'écran. Je vous l'ai dit qu'il y a plein de problèmes avec Zoom en ce moment. Hein. Il y a des trucs. Je vais essayer de partager un autre écran, parce que là, je vais essayer de partager mon desktop, parce qu'ici, on voit quelque chose. Oui, là, on voit très bien. Bon, alors là, c'est mon desktop au complet que j'ai partagé. Donc, je reviens à l'accueil. Donc, voici la page principale de la chaire dont je vous parlais sur la réappropriation de la maternité. Donc, c'est simplement rapidement présenter que nous sommes 3 co-titulaires. Donc, Marie-Marthe Cousineau, qui est professeure à l'École de criminologie, qui s'intéresse aux questions de violence faites aux femmes, moi-même ici présent, et Vardit Ravisky, qui est professeur à l'École de santé publique, qui s'intéresse à des questions d'éthique. Donc, tous les 3 ensemble, on a monté ce projet-là qui avait pour but donc d'inviter des artistes à travailler avec nous sur ces questions de maternité, de violence obstétricale, et on a fait un appel de candidature, on en reviendra en reparler un peu plus tard. Il y a 4 artistes qui, depuis 4 ans, travaillent avec nous, en fait 3 ans et demi. Donc, Heidi Barkun, qui est une artiste transdisciplinaire qui s'intéresse aux questions de procréation médicalement assistée. Caroline Boileau, qui est aussi une artiste multidisciplinaire qui travaille sur le dessin, la vidéo et la performance. Kimberly DeYoung, qui est une chorégraphe et danseuse. Doula aussi, donc assistante à la naissance, et une artiste internationale, Hermione Wilshire. Donc, dans le cadre
de nos activités. Ces artistes-là font donc des résidences de recherche-création. On produit donc des œuvres, qui est un mode de diffusion des connaissances qui est peut-être différent des publications scientifiques, des conférences auxquelles on est habitué. Chacune avait un blog de recherche-création qui était alimenté au fur et à mesure de leur pratique. Ici, vous avez des photos des expositions qu'on a fait dans différentes bibliothèques à l'Université de Montréal. Et le tout va culminer par une exposition au centre, mais maintenant c'est la Galerie de l'Université de Montréal en janvier 2024. Donc, voici pourquoi pourquoi nous travaillons à la chaire avec des artistes et ce qui explique ma présence ici. Et je vais arrêter de partager pour que Alexandra, tout comme moi, puisse présenter son travail. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu à notre webinaire sur les artistes. Donc, moi, je suis professeure agrégée au département de communication. Je travaille sur toutes sortes de choses liées aux histoires de la technologie et des médias. Et j'ai des projets depuis mon doctorat qui sont liés particulièrement au commissariat et la curation. Donc, beaucoup de travail dans la production d'expositions, production de catalogues, production de projets qui font d'habitude, qui rapprochent d'habitude des artistes avec des scientifiques, avec des intermédiaires comme nous, des chercheurs en médias, en communication et autres. Donc, le projet que je vous présenterai aujourd'hui, c'est un projet actuel qui est en production en ce moment. C'est un projet collaboratif sur le sommeil. Et comme les autres projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est une collaboration art-sciences, c'est-à-dire que c'est une équipe de chercheurs dans différentes disciplines et domaines, mais aussi dans différents départements et autres universités. Donc, je vais vous partager ça dans un instant quand je vais vous montrer la page web du projet. C'est un projet qui est financé par les fonds Nouvelles Frontières en Recherche, donc FNFR. Et c'est important de le mentionner aussi pertinent parce que c'est une subvention qui dure que 2 ans et donc il y a vraiment un aspect de temps rapide qui est relié à ça. Donc, c'est vraiment, une fois que c'est reçu, on y va et c'est à fond. Donc, c'est un travail intense, mais qui est aussi supposé être exploratoire et expérimental. Et donc, il y a beaucoup d'aspects expérimentaux dans le projet, comme vous allez voir, des ateliers, des choses comme ça qu'on a mené durant 2 années, puisque ça fait partie de la partie recherche de cette subvention. Donc, il y a beaucoup de place pour l'essai-erreur et on en a profité pour en faire. Donc, durant les 2 dernières années, on a fait beaucoup d'activités, comme je vais vous montrer, d'ateliers, des conférences mensuelles, des colloques étudiants, on a un numéro de revue en cours, une intervention au centre-phi, toutes sortes de choses. Et aussi, nous avons des artistes en résidence que nous avons choisis après la première année. Donc, 3 artistes en résidence qui sont rejoints à l'équipe et qui, ensemble, travaillons tous pour une exposition qui va culminer, qui aura lieu en juin à l'Agora, au Cœur des sciences à l'UQAM, puisque le centre d'expo à l'UDM n'était pas disponible. Donc, et puisque, en fait, moi et la co-directrice du projet, nous faisons partie d'un hexagramme, donc un réseau où nous avons accès à cet espace-là à l'UQAM pour faire notre projet. Donc, je vais vous montrer le site peut-être parce que ça va aider, je pense, à expliquer le tout. J'espère que ça va fonctionner. Est-ce que vous voyez? Ça fonctionne. Ça fonctionne? Parfait. OK, donc je vais faire un survol ici. Donc, on a fait ça durant les premières années du projet, il y avait beaucoup de choses. La plupart des choses étaient sur le web. On était en pleine pandémie. Et ma co-directrice sont à McGill. Donc, le site est beaucoup en anglais. Par contre, nos événements sont traduits en français et l'exposition sera bien sûr bilingue puisqu'elle est à Montréal. Donc, vous pardonnerez peut-être cet aspect-là du projet. Donc, on a donc mais sur notre description, vous pouvez voir brièvement un peu c'est quoi les enjeux de notre étude. Sur le sommeil, on a une assez grande équipe qui s'est élargie. Donc, l'équipe principale, donc il y a une équipe ici, donc ceux qui ont appliqué pour la subvention, nous sommes 3 co-applicantes. Donc, il y a Alana Tain qui vraiment, c'est avec qui je collabore le plus, qui est à McGill.
moi et Martha Kaminska, qui est à McGill aussi, qui est une médecin en sommeil. Ensuite, nous avons les collaborateurs centraux, donc ceux qui aussi étaient dans la subvention. Et ici, on a des professeurs de l'UDM en psychologie et en psychiatrie. On a un professeur artiste-chercheur en communication, Nathalie Doonen. On a une chercheure des États-Unis, une postdoctorante en neurosciences et un artiste de Concordia qui travaille sur des espaces avec de l'art science et une postdoc artiste en résidence aussi, donc artiste-chercheuse donc dans la subvention. Et donc, après, les personnes qui se sont rattachées au projet, donc on a des coordinateurs, des assistants, bien sûr, une coordination qui est importante pour l'exposition et aussi des chercheurs étudiants qu'on a connus grâce à l'appel aux artistes, mais qui ont un statut différent puisqu'on a pu les subventionner, par exemple, avec des MyTax globales parce qu'ils sont étrangers. Donc, on a ici joué un peu avec trouver des fonds d'ailleurs pour les accueillir. Donc, ça, c'est des statuts différents. Donc, vous voyez que l'équipe, elle est quand même élargie, mais il en manque encore un peu de personnes dans ça. Ensuite, comme j'ai dit, on a eu des conférences mensuelles. Donc, il y en a 14. La 14e devrait être demain. Et donc, le principe était toujours d'avoir 2 chercheurs qui travaillent sur le sommeil de disciplines différentes qui se rejoindraient et parleraient d'un sujet précis. Au début, on a vraiment réussi bien à rejoindre des gens plus en sciences sociales avec des gens plus en art ou sciences humaines. C'est quand même, c'est pas évident d'avoir ces discussions ensemble et ça, je vais revenir, mais c'était super intéressant. On les a tous mis sur YouTube et les gens nous parlent souvent du fait qu'ils les regardent après l'événement même. Donc, en tout cas, ça, c'est vraiment apprécié par les gens qui semblent avoir aimé cette approche-là. Ensuite, on a eu un exemple, par exemple, d'une activité de création qui était rejointe à ça. C'était une postdoctorante qui a une pratique de poésie, d'écriture littéraire, qui a fait une sorte d'abécédaire lié à chaque salon de la première saison. Donc, elle a trouvé un mot, puis elle a fait un peu comme une écriture à partir d'un mot qu'elle a trouvé central pour chaque événement. Donc, maintenant, il faut faire la saison 2, qui sera fait en français, mais on ne l'a pas encore fait. Ensuite, on a eu beaucoup d'ateliers. Ils ne sont pas tous en fait répertoriés ici parce qu'il y en avait qui étaient plus petits, donc on ne les a pas mis en ligne. Mais cet atelier avec d'autres personnes qu'on a trouvées intéressantes, qui nous donnaient des idées pour comment faire de la recherche autour de notre sujet avec des pratiques justement expérimentales ou exploratoires. Et dans certains cas, on a encore des appels. Donc, entre autres pour une semaine d'écriture, de coécriture ensemble durant notre exposition. Et une autre, c'est un sous-projet qui est un peu long à expliquer, mais c'est une collaboration avec la faculté d'architecture à l'Université de Toronto, où un des artistes travaille avec un cours, un séminaire là-bas pour produire les meubles pour son installation. Donc, c'est tout un projet en soi. On accueille 12 étudiants de ce séminaire-là à Montréal au mois de juin pour l'installation. Donc, c'est en soi un petit projet, un sous-projet. Après, il y a ici les artistes en résidence qui ne sont pas bien ici démontrés. Donc, je vais juste rapidement revenir ici, juste pour vous les montrer. Donc, il y a les 3 principaux qui étaient choisis par l'appel. Donc, ils viennent d'Angleterre, États-Unis et Thaïlande. Et après, on a notre artiste qui est dans l'équipe. On a aussi une chercheuse de l'UQAM qui avait appliqué, puis qu'on a invité par ailleurs à se rejoindre à nous. Et une autre artiste locale qui participe depuis le début dans tous les projets. Donc, elle s'est retrouvée ici aussi. Donc, événements, je vous laisse regarder les différents événements qui ont laissé une trace ici. L'expo finale, c'est juste une page, comme on dit, une landing page d'accueil donc, vous pouvez voir un peu les débuts de la promotion pour cet événement-là. Et à partir de recherche, qui est aussi des traces un peu de choses qu'on a faites, mais qui est un peu incomplète. Mais voilà, ça fait le tour, je pense, assez de tout ça. J'ai pris trop de temps déjà.
Merci, Alexandra. De toute façon, ça va être toi. Donc, je vous rappelle, le titre de la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment faire de la recherche avec les artistes, quel défi, hein? Donc, c'est vraiment ce qui nous intéresse, ce qui nous anime aujourd'hui. C'est quoi les défis que vous avez rencontrés, c'est quoi les enjeux que vous avez rencontrés. Puis c'est là-dessus qu'on va orienter notre discussion. C'est vraiment sur le processus de la recherche-création et tout ce que ça engendre, en fait, des accueillir. Ma première question, en fait, et je vais la lancer d'abord à Alexandra et François-Joseph va réagir, et ensuite on va alterner, c'est vraiment sur la première étape de la recherche. En fait, quand on est dans les murs de l'université, je me plais à dire qu'on connaît bien le monde de la recherche, hein, on sait un peu ce que c'est, mais dès qu'on doit aller chercher des gens à l'extérieur de nos murs pour les amener dans notre monde un peu de recherche, c'est déjà un enjeu plus complexe. Et dans votre cas, votre situation m'apparaît quand même plus singulière au sens où vos co-chercheurs ou vos participants, on y reviendra plus tard, mais vos co-chercheurs sont des artistes, en fait. Donc, ma première question, vos premiers intéressés, les artistes, comment ça se passe un peu le recrutement? Quand c'était le temps de venir, Alexandra, tu as présenté plein de gens à l'international, tu as parlé qu'il y avait des co-chercheurs qui étaient déjà presque permanents ou ils étaient récurrents dans tes projets. Je serais curieux de voir quand c'est le temps de recruter des artistes dans vos projets. Comment ça se passe? Y a-t-il des défis? Il n'y a pas de bande de chercheurs, créateurs qui existent. Donc, je t'écoute, Alexandra, sur comment ça s'est passé recruter tes artistes dans tes projets. Donc oui, donc premièrement, on avait décidé d'avoir un appel ouvert. Donc ça, c'était la première chose, c'est une décision qu'on a eue et avoir un appel vraiment ouvert et les circuler en long et en large, c'est-à-dire vraiment à l'international le plus qu'on pouvait et dans les réseaux artistiques et de recherche. Donc vraiment de cibler des listes spécifiques. On le ferait comme pour chaque appel, mais aussi des listes plus liées à pour des artistes, des choses comme ça. Donc, c'était la première chose, c'était une chose qu'on a fait. L'autre, c'était d'avoir vraiment, avec nos ateliers, c'est d'avoir inviter des gens qu'on connaissait de Montréal, de faire des ateliers. Et des fois, ces ateliers-là devenaient des collaborations si on voyait qu'il y avait un potentiel de quelque chose. Donc, c'était vraiment de aussi en parler. Puis, le bouche à oreille, ça fonctionne vraiment très bien. C'est un projet qui rapproche beaucoup de gens. Tout le monde semble avoir des problèmes de sommeil. Donc, c'était pas dur d'en parler aux gens, en fait, et d'avoir un peu de réaction. Ensuite, on a fait... on a aussi, bien sûr, eu des étudiants en création, donc recruter ces gens-là. Des fois, ils ont eu des projets. Donc, par exemple, il y a une étudiante qui a fait un projet dans le DSS en création et un élément de son projet se retrouve dans un autre projet maintenant. Donc, en tout cas, et ça m'amène à mon dernier point peut-être, c'est vraiment que cette ouverture à trouver des gens, à voir, à faire des connexions là où on connaît déjà, où on connaît déjà des ressources. Où on a déjà des points de repère ou des connaissances c'est ça, d'être ouvert à, disons, même si on avait dit qu'on aurait 3 collaborateurs, artistes, on en fait plus et ça fait un projet différent. Mais en fait, le dernier point, je dirais, c'est qu'on a hésité longtemps sur le point d'avoir des collaborateurs, des artistes étrangers versus juste local parce que je me rappelle, j'ai parlé avec quelqu'un pour un conseil. Le seul conseil qu'il m'a donné pour tout le projet, c'était travailler des gens locaux parce que ce serait plus facile. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend des gens de Thaïlande, de Taïwan, en tout cas, pas de local, mais aussi local, mais aussi d'ailleurs. Et donc, c'est sûr que c'est une décision, ça cause des problèmes, ça mène à des défis, mais c'est super intéressant. Puis, je ne pense pas qu'on le regrette du tout. C'est sûr que ça amène une couche de complications à notre gestion de projet et nos coûts aussi. Mais c'est un choix qu'on a fait. Puis, inquiète-toi pas, Alexandra, on va y revenir à cette couche de complications-là. Donc, François-Joseph, je t'écoute, toi, de ton côté. Même question sur les internationaux. Comment tu vois ça, mais pas avec les internationaux, comment on recrute des artistes, en fait, qui sont peut-être pas familiers ou familiers avec le milieu universitaire? Ouais, ben, nous, on a écouté les conseils de nos collègues et on a recruté plutôt localement. Ceci étant dit, on a quand même fait un appel diffusé internationalement et on a reçu des candidatures. On a reçu une 50aine de candidatures. Naturellement, toutes des candidatures qui s'intéressaient aux questions de la maternité. Donc, c'est uniquement des candidatures de femmes ou de personnes s'identifiant comme femmes qu'on a reçues. Beaucoup, donc, qui venaient d'Amérique latine, d'Afrique, d'Europe et naturellement beaucoup de candidatures locales. C'est lourd une chaire, hein? Il y a un comité scientifique, il y a un comité de gestion,
et ce n'est pas nécessairement des gens qui sont habitués de travailler avec des artistes. Donc, on a créé un comité de sélection ad hoc, là, nous, qui était formé avec des artistes ou des commissaires d'exposition pour éplucher les candidatures, faire une liste courte, et ensuite, on a invité des candidates en entrevue, soit sur Zoom s'ils étaient à l'étranger ou en personne. Et c'est là qu'on a sélectionné 4 artistes. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 3 artistes locales et une artiste internationale. On avait une idée de grandeur d'offrir des résidences de recherche-création. C'est connu chez les artistes d'avoir des résidences d'artistes, mais une résidence dans les milieux universitaires, c'est moins évident. Donc, on s'était dit, nous, on va en prendre 3-4 par année comme ça. On s'est rendu compte que le processus était tellement lourd que les artistes qu'on a sélectionnés la première année, on leur a offert une résidence récurrente comme ça qui était de manière automatique reconduite d'une année à l'autre. Je pense que c'est exceptionnel pour elles. Ce qu'ils nous ont dit, ça n'arrive jamais. Ça leur a permis de travailler avec nous dans la durée. Rappelons-nous qu'on a eu la pandémie pendant ce temps-là et ça a d'ailleurs causé beaucoup de problèmes avec notre artiste international qui n'a pas pu venir, donc elle fait uniquement son travail en mode distanciel. C'est ce qui a fait que l'exposition de mi-parcours qu'on devait avoir dans les murs de l'université, c'était une exposition virtuelle. Donc, il y a eu plein d'enjeux, naturellement, qui étaient hors de notre contrôle, mais qui ont été facilités par le fait que c'est surtout des artistes locaux qu'on avait et qu'on a décidé, comme je vous le dis, consciemment d'aller dans la durée. Donc, ça fait, comme je dis, 3 ans et demi, bientôt 4 ans qu'on travaille avec les mêmes artistes. Je peux ajouter aussi que sur le point de la sélection, nous aussi, on a eu un sous-comité qu'on a formé pour faire la sélection parce qu'on n'a pas de comité scientifique qui dirige, que ce n'est pas une chaire, donc on n'a pas ce regroupement-là, mais dans l'équipe elle-même, on a choisi les 3 les applicants principaux, ainsi que les personnes dans l'équipe qui sont des artistes-chercheurs eux-mêmes. On en avait 3 dans l'équipe. Donc, on a 5 finalement à regarder les dossiers. On a aussi eu une entrevue sur Zoom avec eux et elles. Donc, c'était utile de leur parler quand même. Merci. François-Joseph, j'ai pris en note quelque chose, puis c'est là-dessus que je vais te relancer, puis ça m'amène à la deuxième question. On parle du recrutement, là, donc tu as identifié, tu l'as dit, tu as dit toi-même, bien, une fois qu'on avait choisi nos 4, finalement, on a décidé de garder ces 4-là pendant la durée, en fait, à cause des défis, justement, qui sont inhérents, justement, soit au recrutement ou même à l'accueil de ces artistes-là dans l'infrastructure universitaire. On parle au processus d'embauche. Ma première question était vraiment sur comment on accueille ces artistes-là qui viennent d'en dehors du milieu pour les accueillir, mais je parle au niveau administratif, mais même au niveau physique, en fait, comment on les amène dans nos locaux des universités, en fait, si on les amène, tu as nommé l'enjeu de la COVID, là, évidemment, la pandémie a fait que l'artiste à l'international a dû être intégré au système universitaire, pas physiquement, mais du moins administrativement parlant. Mais j'aimerais t'entendre justement sur les enjeux de l'accueil des artistes. Ils sont choisis, vos artistes, vous en avez choisi 4. Prochaine étape, ils rentrent dans le réseau universitaire, ils deviennent des chercheurs, créateurs, donc ils gardent leur titre d'artiste à l'extérieur de l'université, mais ils ont un titre dans l'université. J'aimerais t'entendre, François-Joseph, un peu sur justement ces défis-là que tu dis, bien, finalement, on a décidé de garder nos cartes pendant 4 ans parce que de reprendre le processus d'aller en QT ou dans la résidence, juste cette première étape-là était trop complexe. Qu'est-ce que tu aurais à partager là-dessus, François-Joseph, sur l'accueil physique, mais administratif aussi? Là, ouais. Bien, la première étape, effectivement, est complexe et surtout qu'elle est très longue, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle allait venir par la suite. Ce qui vient par la suite, comme tu mentionnes, c'est que bon, l'artiste international, je dois préciser qu'elle n'est même jamais venue encore à Montréal. Il y a toujours eu des problèmes, soit de conflit d'horaire de son côté, soit d'accueil par rapport à nous. Donc, en venant ici, effectivement, la question, c'est est-ce qu'on a un bureau, cette personne-là? Est-ce qu'on a un endroit pour l'accueillir? Est-ce qu'il faut y trouver un logement? Les 3 autres artistes qu'on a sont des artistes montréalaises, donc on a pu mettre de côté ces questions-là. Mais au niveau administratif, je dirais l'enjeu principal qu'on a à l'Université de Montréal, qui n'est peut-être pas vrai dans d'autres universités montréalaises, c'est que le statut d'artiste ou la définition artiste, là, selon les ressources humaines, ça n'existe pas. Donc, tu dis, est-ce que c'est des chercheurs? Est-ce que c'est des co-chercheurs? Non, ce n'est pas des étudiants. Ce n'est pas des membres du personnel.
ce ne sont pas des chercheurs proprement dit. Et donc, même simplement de donner accès à nos locaux. Par exemple, moi, je suis au Campus 1000, il faut avoir une carte d'accès magnétisée. Comment on fait pour avoir une carte pour ces personnes-là? Comment on fait pour leur donner un courriel? Comment on fait pour leur donner accès aux bibliothèques? Et surtout, dans le cadre de résidence qu'on avait, nous, il fallait rémunérer ces artistes-là. Ça faisait partie de l'exercice. Comment on fait pour payer quelqu'un qui rentre dans aucune case au niveau des ressources humaines à l'université? Donc, nous, ce qui nous a sauvés, c'est le partenariat qu'on a avec le centre d'exposition maintenant qui est rendu la galerie de l'Université de Montréal, qui est située à la faculté d'aménagement, ceux d'entre vous qui la connaissent. Et il a fallu qu'on passe pour la majorité de toutes les questions et les dédales administratifs, les contrats, etc., on est passé par eux. Si moi, comme chercheur au département de sciences biologiques, je vais voir mes responsables ici, puis je leur dis, je vais engager une artiste pour travailler avec moi, je vous le dis, ça ne se fera pas. Il n'y a aucune case qui permette, il n'y a aucun protocole, il n'y a aucune procédure qui permet d'accueillir les artistes. Et c'est pour ça que je suis content qu'on ait cette discussion-là. Je suis content que moi et Alexandra, on soit les cobayes qui ont essayé de briser les colonnes du temple, parce qu'on espère que ça va être plus facile pour tous nos collègues qui font de la recherche-création. Donc, il y a de la recherche-création qui se fait déjà dans le milieu universitaire. J'en fais, moi. Et il y a plein de mes collègues qui en font, mais nous, on est déjà professeur, on est déjà membre du personnel, on a nos propres subventions. Quand c'est un étudiant, c'est facile de donner des bourses, etc. Mais des artistes professionnels qui ne sont pas du monde académique, dès lors qu'ils rentrent dans le monde académique, bien là, il y a toute une cascade de problèmes qui entrent en jeu. Et donc, heureusement qu'on n'en a eu que 4 et sur 4 ans, parce que sinon, on aurait uniquement fait de l'administration et pas de l'art. Alexandra, de ton côté, est-ce que tu as rencontré le même type d'enjeu? Tu as nommé en plus de l'international pas mal. Est-ce que tu as eu ces défis-là d'accueil physique ou administratif avec les artistes de ton projet? Oui, certainement. C'est un super gros défi. Je pense qu'on a eu une situation différente, entre autres parce que ce n'est pas un projet de 4 ans. Donc, le fait que c'est plus court, ça nous a sauvés de beaucoup de façons. Puis j'explique un peu pourquoi c'est le cas. C'est-à-dire, donc, pour nous, on a effectivement pu accueillir des gens à Montréal. Et je commence avec des choses plus, disons, techniques et je passe au paiement après, mais du côté des logements, ça c'est, disons, premièrement, c'était vraiment utile d'avoir une personne, une étudiante qui était vraiment responsable de la coordination des voyages et de toutes ces choses-là, parce qu'on a vraiment beaucoup d'invités de voyages qui se passent depuis un bon bout de temps. Et cette personne, maintenant, connaît très bien les agents de voyage de McGill, de l'UDM et toutes les options possibles. Donc, c'est bien qu'il y ait une personne qui, disons, a ça en tête globalement et connaît les options. Cela dit, on a quand même dû faire recours à plusieurs reprises des gens qu'on connaît qui sont partis de Montréal pour quelques semaines et donc leur appartement est libre pour 3 semaines. C'est juste des connaissances qu'on a, des amis, parce que 3 semaines ou 4 dans un Airbnb, c'est quand même cher. Et donc, on a pu faire ça. On a fait des Airbnb et on va en faire encore au mois de juin. Ce genre de choses-là. Il y a aussi des gens qui viennent, des artistes qui sont venus, qui, eux, ont des subventions aussi d'ailleurs, qui leur permettent de payer pour le logement, qui aident pour faire ça. Mais je dirais que les contacts personnels ont beaucoup aidé ici là, pour combler pour faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire ou les permettre des gens de venir pour plus longtemps qu'ils pourraient autrement. Et une découverte peut-être nouvelle qui pourrait intéresser des gens. Je viens de découvrir ça il y a vraiment comme 2-3 semaines quand je cherchais 12 chambres pour les étudiants de l'Université de Toronto pour 5 jours durant la F1. Donc, vous imaginez les prix de ça. Et ce que j'ai trouvé, c'est en fait les résidences UDM Zoom, ZUM, et qui ont un très bon forfait et qui, si on passe par une réquisition UDM, il n'y a pas de taxe. Donc, c'est 2 par chambre. C'est une petite chose que j'ai trouvé pour l'été. En tout cas, ça nous a sauvés vraiment. Ensuite, la même chose que professeur Joseph a dit sur l'accueil par rapport aux bibliothèques et tout ça. On n'a pas vraiment trouvé de système, on n'a pas trouvé de solution pour ça, donc on n'a pas réussi. Par chance, entre moi et ma collègue à McGill, on a des locaux qui ont été disponibles, donc ça, on n'a pas dû en trouver un additionnel pour eux.
et elle, mais ça aurait été un problème si on avait eu besoin de faire ça. Et pour les dépenses, dans notre cas, il y avait quand même un montant assez, disons, fixe pour chaque personne qui n'est pas énorme, donc 5 000 $ par artiste. Donc, c'est un montant qui est payable par honoraire, par exemple. Bien sûr, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé beaucoup le système d'honoraires. Par contre, le système d'honoraires a beaucoup de défis. Donc, entre autres, le défi, c'est qu'il y a cette question de quand les payer. Est-ce qu'avant qu'ils ont terminé, quand ils ont terminé, est-ce qu'ils attendent un an avant d'être payés? Parce que le bémol, disons, du honoraire, c'est qu'on peut seulement les payer une fois avec comme ça, sinon on a des problèmes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé paiement par honoraire. Et ensuite, la chose qui nous a vraiment beaucoup aidé, c'est que ma collègue à McGill, ils ont un système qui leur permet de payer par PayPal 2 000 $ de dépenses sans passer par tout le système que nous, on doit faire à chaque fois. Donc, moi, je paye comme la grosse somme qu'il faut payer à un moment donné, puis après, toutes les autres dépenses pour cette personne-là, ou les plus petits, les sommes qui se rajoutent après, ça passe par McGill parce que c'est juste beaucoup plus simple. Donc, vraiment, je n'ai pas de solution vraiment. Comment j'aurais fait si j'aurais dû payer ces gens-là, par exemple, en trois morceaux, par exemple. Je ne sais pas ce que j'aurais fait vraiment. Ici, j'ai été juste contente qu'on m'a laissé passer par les honoraires parce qu'au début, j'avais pensé que je ferais comme vous, y passer par la galerie, mais en tout cas, tout ça, on n'a pas pu faire tout ça, donc on avait dû passer par nos propres moyens. Donc, voilà, ça, c'était les défis. Donc, l'accueil, c'est sûr que les logements, et les questions de paiement, de savoir que l'artiste, c'est quand même long pour eux d'être payé à la fin d'une année ou à la fin de... Donc, ça c'est un enjeu de pouvoir les payer avant qu'ils font leur projet, avant la fin du projet. Merci beaucoup. En fait, je retiens donc une chose, trouver les bons partenaires. Là, les deux, vous m'avez nommé des partenaires qui ne sont pas des partenaires naturels de chercheurs à la galerie, un partenaire d'une autre institution. Donc, ça, je comprends que la recherche-création, si on veut travailler avec des artistes, il y a une question de partenariat qui peuvent nous aider à débloquer des chemins. Ça, j'ai trouvé ça. Tu as nommé l'idée, en tout cas, Alexandra, d'avoir aussi un responsable à l'organisation. Vous avez nommé un comité juste pour l'embauche, un autre comité. Parfois, le rôle de chercheur, on a toutes les casquettes à la fois. J'entends que si on veut se lancer dans une recherche-création avec des artistes, ben, être seul sur son bateau, c'est peut-être pas la meilleure situation là, de ce que j'entends. Et l'enjeu que tu as nommé, François-Joseph, autour des enjeux institutionnels, là, est-ce que c'est des honoraires, des bourses, un employé, un étudiant employé, un post-doctorat? Ça, quand même, il y a encore du terrain, il y a encore une réflexion à avoir sur le plan institutionnel, du moins, de voir comment on peut se situer, parce qu'effectivement, Alexandra a nommé la porte des honoraires, mais de ton côté, tu aurais pu utiliser une autre porte qui était peut-être plus une bourse postdoctorale ou un employé ou un vrai statut d'artiste, idéalement, avec une embauche, avec un titre. Donc, est-ce que je résume quand même bien un peu ce que vous m'aviez dit? Je vais faire des lignes de tête. OK. Ça m'amène à mon autre question. François Joseph, tu veux intervenir là-dessus, en fait? Je peux te donner la parole. Là. Je voulais dire que ce serait beaucoup trop simple si on pouvait donner une bourse postdoctorale, mais ils ne sont pas des étudiantes, ces artistes-là. Donc, ils ne rentrent pas dans cette case-là. Et d'ailleurs, quand on cherchait des solutions, une des façons que, dans le cadre d'un autre projet, qui n'est pas celui de la chaire, qu'on est obligé d'utiliser, c'est que pour engager un artiste, on paye une étudiante sous forme de bourse, puis c'est l'étudiante qui paye l'artiste. Donc, je pense qu'il y a vraiment un défi à l'Université de Montréal où on n'a pas cette tradition-là d'avoir une école en arts visuels comme ils ont à l'UQAM ou comme ils ont à Concordia, où l'artiste doit exister dans leur catégorie. Ici, ça n'existe pas. Donc, il y a certainement un enjeu là. Et tu parlais des partenariats. Naturellement, nous, ce n'est pas les chercheurs qui avons fait ce travail-là, c'est qu'on a une coordinatrice qui est aussi commissaire d'exposition qu'on a engagée. Elle est tellement bonne d'ailleurs qu'elle travaille avec Alexandra maintenant, Marianne Cloutier pour la nommer. Donc, on a besoin de ressources humaines fantastiques qui s'investissent et qui essaient de trouver des solutions. On est toujours en mode solution pour essayer de faciliter le travail avec des artistes. Ce n'est pas facile. On a réussi, mais ce n'est pas facile. OK. Ça m'amène à mon autre question, puis je vais la lancer à Alexandra, celle-là. On parle de recherche-création, il y a le mot recherche quand même là-dedans, donc qui dit recherche dit éthique pour moi en tout cas. Mais comme chercheur en éducation, on est aussi des gestionnaires, des administrateurs. Là, vous m'avez nommé des problèmes de gestionnaire, d'administration.
on a peu parlé des problèmes de recherche, de la recherche, votre chapeau de chercheur. À la fin, là, vous allez avoir de la recherche-création à travers tout ça. En fait, c'est ça l'orientation de vos projets. Et qui dit recherche dit éthique, notamment. En fait, je serais juste curieux de vous entendre un peu là-dessus sur, au-delà de ces enjeux-là d'administration, quand on parle de recherche-création, est-ce que vous avez rencontré d'autres défis par rapport à l'éthique, justement, là? Donc, je sais que moi, en termes de recherche-collaboration en éducation, c'est un défi. Je l'ai nommé au début en disant, est-ce que c'est des co-chercheurs ou c'est des participants à votre projet, là? Donc, Alexandra, ta réponse là-dessus un peu, c'est-tu des co-chercheurs? Est-ce que c'est des employés, des participants? Ils sont où, en fait? Puis comment ça rime avec l'éthique à la recherche? Oui, donc excellente question. Je vais en dire brièvement sur l'éthique parce que je pense que pour ça, Joseph peut en dire plus longuement que moi parce que on a eu cette discussion avec le CERA et justement sur la question qui les troublait le plus, c'était de vraiment être certain que c'était pas que les artistes n'étaient pas des sujets de recherche, qu'ils n'étaient pas des participants, mais qui étaient des collaborateurs. Mais une fois qu'on a pu vraiment, disons, démontrer que c'était vraiment des collaborateurs, on n'a pas dû faire un certificat processus éthique. Donc, on a réussi à l'expliquer, puis donc on n'a pas eu ce défi-là plus que ça. Donc, je laisse Joseph en dire plus là-dessus. Mais donc, si tu veux rebondir là-dessus, puis je peux après revenir sur d'autres aspects de recherche après. Oui, non, certainement, ce ne sont pas des participants à une recherche, donc on ne fait pas de recherche sur ces artistes-là qui travaillent avec nous. Ce ne sont pas des collaborateurs non plus, ce sont des artistes qui mènent eux-mêmes leur propre projet de recherche-création. On les invite pour venir, dans le cadre de l'université, avoir accès à des ressources auxquelles elles n'auraient pas accès dans leur atelier toutes seules chez elles. Donc, naturellement, le premier clash qu'il y a eu, c'est effectivement le clash d'éthique de la recherche, la conduite responsable en recherche, puis l'éthique. Donc, nous, tous nos artistes ont travaillé sur la base d'entrevues avec des femmes et autres personnes victimes de violences obstétricales. C'est un sujet extrêmement sensible. Comment on protège l'anonymat? Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Comment on les utilise? Comment on récolte des participantes à cette recherche-là? Comment on archive l'information? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est facile et c'est encadré, ça, si on fait de la recherche clinique. Et d'ailleurs, nous, on a travaillé avec le comité d'éthique de la recherche en santé, parce que naturellement, on parle ici de violence obstétricale. Donc, donc on est un borderline entre la faculté de médecine et puis, les sciences humaines, mais c'est le comité d'éthique en santé qui a évalué toutes ces demandes-là. Bon, ben ça, c'est la première fois que tous ces artistes-là ont été confrontés à ça. C'est pas facile, c'est de la paperasse, c'est pas adapté à des projets de recherche-création. Quand on nous demande des trucs de recherche clinique, là, quelles sont les mesures de mitigation contre la douleur, et puis, donc, il y a tous les formulaires de consentement, et ça a pris les premiers 6 mois. Heureusement qu'on a eu une des artistes qui était ici sur la durée. Le premier 6 mois, on a engagé une spécialiste en éthique, une étudiante au doctorat, qui a aidé les artistes à leur expliquer ligne par ligne ce que voulait dire chacun de ces formulaires-là. Ensuite, le déposer, le suivi à faire avec le comité. Bon, la première artiste qui l'a fait, ça a pavé la voie pour les autres, mais c'est certainement, au début, on pouvait voir ça comme étant un obstacle. A posteriori, les artistes nous ont tous dit que non, ça les a aidés dans leur processus de recherche-création et même qu'elles pourraient, même dans leur propre pratique, hors les murs du monde académique, utiliser ce même genre de protocole-là. Ça met un peu des balises. Donc, il ne faut pas toujours voir que l'éthique, c'est des bâtons dans les roues de la créativité. Ça permet d'encadrer, mais clairement, à l'extérieur du monde académique, le même projet aurait été fait de manière indépendante par ces artistes-là avec une subvention du Conseil des arts, il n'y aurait pas eu ces questions-là. Donc, effectivement, ça, c'en est une différence. Entre travailler avec des artistes dans le milieu académique, mais les questions éthiques, on ne peut pas les balayer en dessous du tapis. Et peut-être, comme suggérait un formulaire adapté, c'est-à-dire qu'il prendrait en compte que c'est un contexte différent, ce serait, disons, un genre de compromis qui serait, on le fait, mais disons, à notre manière ou de manière pertinente à comment on travaille.
Puis Alexandra, tu as nommé d'autres enjeux de recherche. En fait, est-ce que tu pourrais me nommer d'autres enjeux liés plus au volet, justement, la recherche, il y a le volet justement pendant le déroulement, le après jusqu'à la diffusion. Donc, as-tu d'autres enjeux que tu pourrais identifier et dire ça par rapport à mon chapeau de chercheur, là, c'était quand même un défi. Oui, mais certainement, parce que je travaille souvent dans ce projet-ci aussi, avec des scientifiques. Tout l'aspect art science est un enjeu de recherche, c'est-à-dire comment on fait pour amener des gens qui travaillent dans des univers différents, comment on traduit nos mondes un à l'autre. Et ça, quand c'est un projet collaboratif, on peut pas juste le mettre de côté et être et faire semblant que ça n'existe pas si on veut vraiment que les gens se parlent. Et donc, nous, on a travaillé quand même fort pour tout le long avoir des moments de rencontre entre tous ces gens-là. Et la chose la plus utile qu'on a fait, je dirais dire, c'est une retraite avec toute l'équipe. Comme 20 personnes, on est allés dans un chalet pour 3 nuits. Et il y a 1 an, puis il y a eu des conférences, on a eu des sessions d'éducation sur des éléments scientifiques de médecine. On a eu des artistes présenter leurs projets et on s'est tous pu se parler de manière super respectuelle, sans c'était pas un débat épistémologique disons, c'est-à-dire qu'il y avait des débats, mais dans une atmosphère très conviviale. Et donc, ça a vraiment aidé à l'ouverture des gens à ces approches-là, de manière qu'ils seraient plus disons, menés à être defensive s'ils étaient confrontés à ça de manière différente. Et après ça, on a eu tout le long de l'année beaucoup d'opportunités d'échange. Tous les événements étaient ouverts à tout le monde. On écrivait régulièrement à l'équipe pour faire des comptes rendus de ce qui se passait dans toute l'équipe. Puis, donc, les gens se sont mobilisés pour venir à des choses d'entre l'autre. Donc, ça, c'était vraiment l'aspect qu'on travaillait beaucoup et qui pourrait être encore mieux, c'est-à-dire ça pourrait toujours être encore mieux que ce qu'on a fait, mais c'est vraiment, si on veut travailler collaborativement, il faut trouver et créer ces espaces-là d'échange et des manières de se parler. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est, qu'est-ce que je voulais dire encore? Mais une autre chose qui est quand même un enjeu, un enjeu parce qu'on a un aspect très public à notre projet, le travail d'artiste, on veut que diffuser leurs œuvres, diffuser le travail qu'ils font et diffuser finalement l'exposition. Ça fait en sorte qu'on a quand même besoin d'avoir un profil public, disons, qui est intéressant. Donc, tout l'aspect vraiment de site web, réseaux sociaux, communication du projet. En fait, c'est un super gros défi parce qu'on n'a pas trouvé pendant 2 années une personne pour nous aider qui serait la bonne personne pour 2 ans. On cherche tout le temps quelqu'un, on remplace, ça ne marche pas. Il n'y a pas les compétences pour le faire. Finalement, c'est moi qui ai fait les updates sur le site. C'est un peu ridicule, mais c'est vraiment, il n'y a pas comme. C'est dur à trouver des personnes qui ont juste qui ont ça. Puis nous, on a besoin de ça, sinon on n'aurait personne aux événements, on n'aurait personne qui participerait. Puis c'est ça l'objectif. Dans tous les salons, les mensuels, il fallait toujours être dans cette perspective de communication au public. Et ça prend du travail et des bonnes personnes. Et est-ce que j'avais d'autres choses que je voulais, par exemple, dire ici? Je ne sais pas, François-Joseph, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter? Non, François-Joseph, je vais quand même lancer l'appel. François-Joseph, je te laisse intervenir pendant ce temps-là, mais il reste à peu près 15 minutes. Si vous avez des questions, là, vous pouvez commencer à vous les formuler. Là. Je vais laisser François-Joseph interagir, puis après ça, si vous avez des questions, soit lever la main, je vois qu'il y en a déjà une, ou si François-Joseph, tu veux prendre la question directement, on peut y aller, là, mais si vous avez des questions, là, ce serait commencer le temps. Sinon, je peux combler le temps. J'ai des questions moi aussi. Ça me fascine ce champ-là. Mais là, c'est le temps si vous avez des questions. Donc, François-Joseph, si tu veux ajouter quelque chose. Je n'avais rien à ajouter. Ça, je voulais dire, s'il y a des questions du public, allez-y. On va y aller à quelques questions du public si vous en avez. Donc, je vois que Nicole, vous pouvez activer votre micro. Vous devriez avoir l'autorisation. On vous écoute, en fait. Bonjour, merci beaucoup. En fait, j'ai 2 questions parce que j'ai un projet, je suis sur le point de lancer un projet avec des gens qui participent à la recherche, qui vont fournir leurs propres œuvres d'art. Alors, dans ce sens-là, ce ne sont pas des artistes professionnels, ce sont des membres du grand public qui ont
une expérience particulière dans la vie. Alors, j'aimerais bien savoir si vous avez eu des projets similaires. Si oui, comment vous avez géré ce processus, surtout si, par exemple, ce sont des œuvres qui sont peut-être... comment est-ce que vous avez comme récupéré les œuvres, si oui, de façon virtuelle ou matériellement, sous forme physique? Alors, ce sont deux questions que j'aimerais bien avoir, pour lesquelles j'aimerais bien avoir vos réponses. Merci beaucoup. Merci. Je peux peut-être commencer si Alexandra a autre chose à ajouter. Nous, on n'a pas travaillé avec ce qu'on appellerait en médecine avec des patients partenaires, justement, là, par exemple, dans une perspective où ce serait de l'art-thérapie, où on a demandé à des gens de fournir du matériel qu'on utilise. Et à ce moment-là, il faut passer par les processus d'évaluation éthique standard, comme n'importe quel participant à un projet. Nous, d'entrée de jeu, ce qu'on voulait, c'est que les artistes ne travaillent pas même sur leur propre corps et sur leur propre trauma, mais que ce soient véritablement des chercheurs qui vont faire le travail qu'on fait au quotidien. Donc, les œuvres que les artistes ont produites, c'est leur propre créativité, c'est leurs propres œuvres d'art. Ils n'ont pas eu à recenser et récupérer des œuvres qui ont été faites par des gens du public et faire autre chose. Par contre, dans le cadre des activités de la chaire, on a créé pendant la pandémie un projet qui s'appelait La grossesse en confinement, qui avait pour but de faire ça. Donc, c'est un groupe Facebook où on demandait aux femmes, rappelez-vous, au début du premier confinement, c'était interdit d'accoucher en présence même de son partenaire. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont vécu ça comme étant une violence additionnelle aux violences obstétricales. Et on a créé un groupe, une page Facebook. Il y a eu 300, 400 personnes partout au Québec. Et ce qu'on leur demandait, c'est de dessiner ou de faire un collage ou peu importe qui relatait ces expériences-là. Et là, ça, c'est un travail de collection de ces informations-là qu'on est en train de mettre sous forme de publication. On voulait en faire une exposition itinérante, mais ça va plutôt être Mais comme ce n'était pas fait dans le cadre d'un projet de recherche et c'est uniquement un projet artistique, tout ce qu'on a demandé, c'est la signature des participants pour leur permettre de diffuser leur contribution artistique dans une publication. Donc, c'était un cadre complètement différent des artistes en résidence avec qui on a travaillé, mais dans le cas où c'est des participants qui sont finalement à un projet de recherche, il faut utiliser, je pense, le mode de recherche standard de participer avec les formulaires de consentement, etc. J'ai peut-être deux exemples de ce genre de choses. Un c'était un atelier qu'on a fait pour le projet sur le sommeil, dans lequel on a eu une illustratrice de bande dessinée qui nous a mené à travers une sorte d'exercice de dessiner une expérience, disons, particulière d'un rêve sur 9 cases, comme si cette 9 cases... C'est un exercice pour ensuite mettre ces 9 cases sur Instagram, c'est le nombre maximal qu'on peut avoir. Donc, c'était comme chacun le faisait à la maison, on était sur Zoom. Et après, on a simplement demandé aux gens qui voulaient partager, qui étaient confortables de partager, de nous l'envoyer par électroniquement. Et certains l'ont fait, certains non. Mais à ce moment-là, on n'avait pas vraiment d'idées ou d'objectifs sur ce qu'on voulait faire avec ça et on ne voulait pas non plus le rendre obligatoire à l'amont de le dire on va les prendre parce qu'on ne voulait pas non plus que les gens se sentent obligés à partager ce qu'ils ont fait. Donc, c'était c'était un atelier, donc ce n'est pas vraiment un exemple où on voulait vraiment nécessairement travailler avec les œuvres au final, mais quand même un exercice intéressant comme ça. Et l'autre chose que je partageais avec vous, c'est un peu dans la même lignée de choses. C'est un projet que j'ai fait, mais que j'ai dirigé avec une étudiante qui est vraiment excellente à la maîtrise, qui est intéressée par les expériences de patientes. C'est le site Art Crânien que j'ai mis dans le chat. Et elle était intéressante par les expériences de maladies mentales. Et ce qu'elle a fait, en fait, il y avait plusieurs étapes, mais elle a fait des entretiens avec des gens en situation de maladie mentale. Et après, elle a travaillé avec des artistes qui ont créé des œuvres à partir du récit raconté de la personne. Donc, si vous pouvez lire
la démarche sur le site, elle explique bien le processus et était très consciente vraiment de vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça pourrait être une façon intéressante aussi de savoir quand elle pouvait utiliser les mots exacts des gens et quand elle préférait ne pas être rattaché au récit lui-même. Mais d'habitude, dans son expérience, les gens étaient, quand ils étaient prêts à parler, ils étaient aussi prêts à partager. Donc, ça pourrait être le cas. Merci beaucoup. Puis peut-être que moi, je peux vous donner une piste, mais en sciences de l'éducation, avec le comité CEREP, en fait, François-Joseph a nommé comment on collecte des données. Nous, en éducation, on collecte souvent les travaux des étudiants ou des choses qui ont été produites à l'extérieur, mais qui deviennent un objet de recherche. Donc, on a quand même des processus assez établis. Donc, peut-être des fois d'aller voir un autre comité qui est plus, mais qui a vraiment ça, d'aller collecter des choses qui existent déjà, qui ont été faites. Nous, on le fait, maintenant, si on veut analyser des œuvres qui ont été faites par des élèves, bien, on doit ramasser et la collecter. Ça devient une ressource de recherche. Donc, nous, c'est le CEREP, là, mais de ce côté-là, c'est peut-être une piste aussi à explorer. Mais je ferme la parenthèse vite, parce que je vois qu'il y a des questions, puis il nous reste 10 minutes. Dans le clavardage, j'ai vu 2 questions. Ensuite de ça, il y a une main levée. Je vais prendre la deuxième. Diana, j'ai vu votre question, mais je pense que cette question-là, elle est un peu complexe. Je vais la lancer peut-être en clavardage à François-Joseph, mais je sais que c'est compliqué. Mais l'autre question, à qui on s'adresse s'il y a des artistes qui veulent faire de la recherche? Comment eux-mêmes, au-delà des appels, comment un artiste qui est intéressé à faire ce que vous proposez, à qui il s'adresse? À vous, en fait? Puis comment un artiste devient un chercheur-créateur, en fait? Normand, je peux peut-être juste prendre la parole maintenant, parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'on puisse demander ni à François ni à Alexandra, à moins que ce soit évidemment des projets en rapport avec leur propre projet de recherche. Mais je veux dire, c'est une très, très, très bonne question. Effectivement, on n'a pas de dispositif pour capter les projets qui viennent des chercheurs, je pense, de façon un petit peu centralisée à l'université. Alors, moi, j'ai simplement une proposition très simple à faire, c'est que si vous avez une proposition de collaboration, envoyez-la à Paul Ambroise, qui est celui qui a envoyé l'invitation au webinaire, ou à moi-même, Franck Scherer, donc, qui suis vice-recteur associé à la recherche, en charge de la recherche-création. Puis nous, on a un réseau de diffusion de chercheurs créateurs ou de personnes qui sont intéressées à travailler avec des artistes. Donc, on peut toujours diffuser un projet s'il est sérieux, effectivement. Donc, disons qu'on a au moins cette possibilité-là. Donc, voilà ce que je peux donner comme réponse. Merci beaucoup, Franck. On peut tous contribuer à la réponse. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Parce qu'effectivement, François-Joseph, peut-être la question par écrit serait plus facile. Mariana. Oui, bonjour. Je profite que la personne antérieure a eu un problème pour me présenter. Mariana Nunes, je suis biologiste aussi, François Joseph, ancien biologiste, mais maintenant je suis éthicienne et je suis la présidente du CERA et vice-présidente du CEREP. Donc, je suis dans les 2 comités où on a des projets en recherche création, recherche, action, qui sont évidemment une minorité. Mais comme vous voyez, je suis intéressée à apprendre davantage pour mieux encadrer la recherche, l'équipe de chercheurs, et mieux conseiller, vous accompagner, et aussi, évidemment, faire l'évaluation du projet si on s'avère qu'il y a des participants humains. Et comme Alexandra disait, parfois, on voit qu'il y a seulement des collaborateurs. Et donc, dans ces cas, la recherche est exempte d'évaluation éthique de l'Université de Montréal. Aussi, pour répondre un peu à la question antérieure, un artiste ne peut pas faire la recherche à l'Université de Montréal parce qu'il n'a pas de privilège de recherche. Donc, c'est quelque chose que l'université octroie à des chercheurs. Et même, je crois que même un étudiant doc ne peut pas être PI d'une recherche. Donc, ces artistes qui voudraient faire une recherche doivent s'allier à des professeurs de l'Université de Montréal pour faire la recherche dans le cadre universitaire, bien sûr. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, écoutez, on est disponible au comité d'éthique, on essaye d'accompagner
d'apprendre davantage et de vos projets, vos méthodes qui sont différents de ce qu'on voit habituellement. Et je comprends qu'il n'y a pas un formulaire adapté parce qu'on ne peut pas adapter à une recherche en particulier. Donc, on fait une évaluation pour chaque projet et on essaye maintenant d'inviter les chercheurs pour mieux parler parce qu'un formulaire, c'est pas possible. Et ça serait un formulaire pour chaque recherche. Ça devient impossible. Mais on essaie de faire une évaluation individualisée. Donc, on invite les chercheurs à faire l'évaluation ensemble avec nous. Donc, n'hésitez pas, quand vous commencez à faire une recherche, déjà de nous consulter et on pourrait vous accompagner dans cette expérience. Et bon, vous savez que notre intérêt, c'est de protéger les participants, mais aussi les chercheurs, de mieux encadrer. Et comme disait Jean-François, non, pas Jean-François, pardon, François-Joseph, si la même recherche n'est pas dans le cadre de l'université, pourrait aller tout de suite, disons, mais dans le cadre de l'université, ben là, il a des contraintes et administratives, bon, éthiques, mais on voudrait que, sincèrement, qu'on ne soit pas vu comme une instance, la paperasse, comme on a dit, ou des bâtons dans la rue, ça me fait mal, vraiment, parce que notre mission, c'est d'accompagner et de mieux encadrer de façon éthique et n'est pas dans notre mission d'arrêter la science ou le processus de la recherche. C'est plutôt de les faciliter, de l'améliorer pour que l'Université de Montréal ait un plus grand standard éthique dans la recherche et de ne pas commettre des fautes du passé. Qu'on voit de temps en temps, ça apparaît dans l'histoire, des histoires de recherche qu'on ne veut pas répéter et on ne veut pas être assimilé à ce type de recherche à l'université. Donc, désolé, c'était un peu long mon intervention, donc je vais arrêter ici et bon, vous savez où nous trouver. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux réagir? Mais j'entendais quand même, et pour assurer, je vous remercie énormément. C'est un grand défi très athlétique, mais on comprend l'enjeu puis on comprend le besoin de tout ça. Là, pour vrai, c'est un travail de moi maintenant. Je travaille beaucoup avec INSAF Salem, que vous connaissez peut-être, mais donc on connaît tous les enjeux. François-Joseph, tu voulais peut-être réagir un peu? Ouais? Oui, je voulais dire que ça peut être perçu de la part des artistes, des fois comme des bâtons dans les roues. Et comme je vous dis, le processus d'accompagnement, c'est toujours très bien fait. C'est vrai que même si les formulaires ne sont pas adaptés, ils ne pourraient pas être adaptés à toutes les situations parce que la recherche-création, ça sort toujours des sentiers battus. Donc, nous, on procédait exactement de cette manière-là, Mariana, mais avec un autre comité. C'est qu'on appelle la responsable en éthique. On prend rendez-vous, on pose les questions, puis ça rassure les artistes. Mais il est vrai que c'est toujours un professeur-chercheur de l'université qui, finalement, était signataire de ces demandes d'éthique-là. Parce que ce ne sont pas des étudiants, mais les étudiants ne peuvent pas le faire, donc on doit signer au nom de nos étudiants. Puis ces personnes-là sont des artistes, donc ça ajoute aussi une charge sur les épaules des chercheurs. Finalement, c'est moi qui dois déposer ou un de mes co-titulaires qui déposait le comité d'éthique, mais même si l'expérience, des fois, a priori, peut être perçue négativement, à la fin, tous les artistes disent qu'ils ont bénéficié de ça. Je trouve intéressant, juste rapidement, c'est que aussi, si ces artistes-là travaillaient avec quelqu'un d'autre, par exemple, dans notre projet, ils auraient passé par un autre formulaire, mais pour la même recherche, ils auraient fait autre chose. Donc, je ne sais pas, en tout cas, c'est juste un point que je soulève parce que c'est peut-être plus léger le formulaire que nous, on fait avec plus des questions d'entretien, plus pertinent, en fait, que celui que vous avez dû faire plus médical. Merci. On va prendre la question quand même parce qu'Audrey, son micro ne fonctionnait pas. En fait, elle est courte d'après moi la réponse et on va conclure là-dessus. On a dépassé d'1 minute, là, mais c'est pour Alexandra la question sur le projet Art crânien que tu as partagé dans le clavardage. Est-ce que le processus de création d'images inclut un genre de processus de validation avec les participants au projet Art crânien? Oui, elle a validé à chaque itération, chaque
Elle était en dialogue avec les artistes et les participants tout au long. Et jusqu'à la fin, elle s'est dit que si les participants n'étaient pas contents avec l'œuvre, elle n'aurait pas été publique, donc avec l'accord de tout le monde. Elle a eu un certificat éthique pour son projet avec les signatures de tous les participants et les artistes impliqués. Merci beaucoup, Alexandra. Puis je retiens, tu as nommé participants, chercheurs, puis artistes là-dedans. On comprend là, vraiment que la collaboration est au cœur de vos projets quand même, parce que l'artiste, le participant, François-Joseph, tu as nommé les témoignages des gens. Eux, c'était des participants, mais il y avait des participants qui donnaient des témoignages. Tu avais des artistes qui représentaient les témoignages et tu avais le chercheur qui accompagnait tout ça. Donc, vraiment, merci beaucoup quand même pour en 1 heure d'essayer de nous mettre la table sur qu'est-ce que c'est de la recherche avec des artistes. On n'en fait pas tous les jours, mais on espère en voir plus, en fait, dans nos milieux universitaires. Et puis, dans le clavardage, je suis allé voir, en fait, Paul a partagé son courriel. S'il y en a qui ont des questions sur les projets de recherche-création, on a quand même un intérêt. On a notre vice-recteur qui était là aujourd'hui, Franck, qui nous a partagé quand même qu'on a des écoutes, on essaie de réfléchir, on essaie d'améliorer tout ça. C'est exactement l'objectif d'un webinaire comme aujourd'hui, se parler et s'écouter là-dessus un peu. Donc, on vous remercie vraiment beaucoup de votre participation. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça a été enregistré, ça va être déposé sur le site. Et puis, si vraiment, Alexandra, François-Joseph, je vous remercie vraiment de votre temps quand même. Puis, on espère aller voir vos expositions, en fait. Là. Donc, on partagera ça. J'ai compris qu'il va y avoir des expositions bientôt, puis il y en a en continu, en fait. Donc, on a hâte de voir tout ça. Et merci à tout le monde d'avoir d'avoir été là durant votre heure de lunch. Et bon après-midi et bonne journée. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.